Constaté aujourd'hui, c'était la comparution à l'étape de l'enquête caution, l'enquête pour remise en liberté, mais à une étape pro forma. Il n'y avait aucune audition de témoins. Alors, depuis la dernière comparution, nos procureurs, notre équipe de procureurs travaille assidûment. Évidemment, c'est une cause triste, mais il y a un travail extrêmement professionnel et minutieux, consciencieux qui est fait actuellement sur l'analyse de la preuve et tous les éléments qui nous ont été transmis par la Sûreté du Québec. Maintenant, il y a encore du travail à faire. Il y a encore des éléments de preuve qui vont nous être transmis dans les prochains jours. Par exemple, le rapport d'autopsie. Alors, on doit prendre le temps de bien analyser l'ensemble d'un dossier complet avant de prendre une décision finale sur la suite des choses. Alors, c'est ce qui se fait actuellement, tant du côté de la Sûreté du Québec que de l'équipe de procureurs qui analyse le dossier. Alors, je vous rassure, d'ici la prochaine date, qui est le 23 mai prochain, il y aura la poursuite du travail consciencieux de l'analyse de la preuve. Dans l'intervalle, les deux personnes sont détenues. Il n'y a pas de risque pour le public. Et donc, le travail se poursuivra d'ici là. Le simple fait que la situation ait changé, que la fillette soit décédée, est-ce que c'est pas suffisant pour déjà d'avance porter de nouveaux chefs d'accusation? Sans vouloir m'avancer et de faire des évaluations de la preuve en direct, je vous dirais que c'est une conséquence importante et c'est un élément d'information qui va être effectivement considéré. Maintenant, il y a toute une analyse qui doit être faite des causes et des circonstances du décès qui peuvent déterminer quel chef ou non pourrait être porté éventuellement. Quels sont les éventails d'accusation à ce moment-ci? Bien, il y a différentes infractions qui sont prévues au Code criminel. Pensons à la négligence criminelle causant la mort, pensons à l'homicide involontaire coupable, pensons au meurtre. Alors, pour le moment, toutes ces infractions-là sont évaluées, sont analysées en lien avec la trame factuelle et les éléments de preuve que l'on détient. Et évidemment, les éléments de preuve que l'on obtiendra seront analysés en fonction des chefs d'accusation qui pourraient être portés. Est-ce qu'il y a une série d'interdits de contact? Ces gens-là ne peuvent pas communiquer entre eux, les deux accusés? Absolument. Il y a des interdits de contact qui ont été rendus auprès des accusés avec différents témoins dans l'affaire. Et il y a aussi une ordonnance de non-publication qui a été ordonnée par le tribunal et réitérée aujourd'hui, interdisant la publication de tout élément qui pourrait tendre à identifier les témoins dans la cause et la victime, afin de protéger évidemment ceux-ci. Dans le dossier de la belle-mère, le dossier antérieur, est-ce que la poursuite, est-ce que le ministère public s'était objecté à l'absolution inconditionnelle? Est-ce que la poursuite avait proposé une autre type de sanction? Vous parlez du dossier initial? Oui, du dossier initial, okay. Effectivement, pour lequel elle avait été accusée de voie de fait. Effectivement, il y a un dossier qui a été traité par les tribunaux, un dossier de voie de fait simple à l'époque, où une trame factuelle était totalement différente de celle d'aujourd'hui. On la regarde avec les yeux d'aujourd'hui, mais il faut se remettre dans le temps, où il s'agissait d'une infraction de voie de fait simple, d'une personne qui a été évaluée où, à ce moment-là, aucun antécédent judiciaire. Il y avait une certaine reprise en main, puisqu'elle était suivie par deux organismes d'aide au moment où le plaidoyer de culpabilité a été enregistré devant le tribunal. Et la Cour, à ce moment-là, a considéré raisonnable d'imposer la peine, en fait, l'ordonnance d'absolution inconditionnelle. Ce à quoi la poursuite ne s'était pas objectée. Ça avait été une entente entre la poursuite et Effectivement, vous avez raison. Vous avez raison. Et malgré le fait que, malgré les témoignages du père, malgré les dires, il n'y avait pas rien, il n'y avait aucun élément chez le ministère public qui pouvait militer pour demander une peine plus sévère que l'absolution inconditionnelle. Mais à ce moment-là, la peine qui a été proposée est une peine qui était raisonnable, disponible, considérant la trame factuelle de l'époque. Je vous répète que c'est important de se mettre, non pas a posteriori, ce n'est pas une évaluation de la trame factuelle d'aujourd'hui. On parle des événements pour lesquels elle était accusée à ce moment-là, avec la condition dans laquelle elle était à ce moment-là aussi, où il y avait un suivi auprès des alcooliques anonymes, il y avait aussi un suivi auprès d'un organisme d'aide pour les femmes. Alors donc, il y avait une situation factuelle qui a été exposée au tribunal, qui a été exposée donc pour lui permettre d'analyser la justesse de la proposition, et cette proposition-là a été considérée comme raisonnable et elle a été imposée par la Cour. Est-ce qu'on parlait d'une absolution conditionnelle ou inconditionnelle? Une absolution inconditionnelle. À quoi on peut s'attendre, Mme Boucher, pour le 23 mai prochain? Bon, le 23 mai prochain, nous sommes à la même étape qu'aujourd'hui, dans le sens où c'est l'enquête caution pro forma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'audition de témoins. On est à l'étape de détermination de savoir est-ce que les accusés doivent demeurer détenus dans l'attente de leur procès, mais il n'y aura pas d'audition de témoins à cette date et on verra la suite des choses dans l'évolution de l'analyse de l'enquête que l'on va faire. Je reviens là-dessus. Est-ce que vous parlez de cette ordonnance de non-publication 486.2? La fillette est décédée maintenant. On se rapporte, mettons, la cause Turcotte.
On avait levé cet interdit-là. Pourquoi on la maintient? Il y a une ordonnance, vous comprendrez que l'ordonnance vise aussi les témoins dans l'affaire. Alors, il y a des liens, des individus liés à l'enquête qui pourraient être identifiés et ça pourrait nuire finalement au processus judiciaire dans la suite des choses. Alors, pour le moment, la Cour a réitéré cette ordonnance-là et c'est en vertu de 486.5, ça vise la victime, mais les témoins dans l'affaire. D'identifier la victime, ça identifie aussi d'autres gens. Alors, évidemment, je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas identifier ces personnes-là, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut avoir des conséquences. C'est important de respecter les ordonnances de la Cour. Autrement, il y a des infractions qui peuvent être Il y a une campagne de financement présentement avec la photo de la jeune fille, le nom, etc. Donc, ça brise visiblement en fait, ce que je peux vous dire, c'est que ça vise pas seulement les journalistes, ça vise l'ensemble de la population. Et évidemment, c'est de publier, de transmettre, de publier des informations qui tendent à identifier finalement la victime et les témoins. Est-ce que le couple pourrait être accusé concernant les autres enfants? Est-ce qu'on évalue ces possibilités-là de mauvais traitement éventuel? C'est difficile de m'avancer parce qu'à ce moment-ci, tout le contenu de l'enquête est confidentiel et sur ce, moi, je peux vous dire qu'il y a une équipe de procureurs qui travaille activement à évaluer l'ensemble des circonstances, mais il serait trop tôt pour m'avancer sur cette question bien précise. Merci. Ça va? Merci. In English? Voilà, Mario.